Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Céline Ovette, donc de Céline Santé Naturelle. On va aborder un thème qui nous tient vraiment à cœur toutes les deux. Donc voilà, Céline va nous rejoindre dans quelques instants autour évidemment de la problématique d'Octobre Rose, donc les cancers du sein. Et Céline a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à nous dire à ce sujet, puisque voilà, on a seulement accès à une partie des infos. On sait que c'est un sujet central de la santé féminine. Il y a des liens très très forts avec les profils œstrogéniques. Nous, on a à cœur de vous parler de prévention. Donc voilà, j'attends que Céline me rejoigne. Hop! Excuse-moi, je te prends tout de suite. On va parler de tout ça. N'hésitez pas à interagir pendant la vidéo. Voilà, le but est de vraiment vous aider à comprendre et vous donner des pistes d'hygiène de vie. Hello Céline, ravie de te Hello, voir. ça va? Ça va très bien. On se fait il n'y a pas longtemps, ça s'est fait, on fait vraiment partie on est vraiment dans le cœur des sujets en fait qui nous tiennent à cœur. Je pense autant Jémilie que chez toi. Tu vas nous raconter un petit ta petite enquête et voilà les personnes que tu as rencontrées récemment, c'est passionnant. Moi j'ai hâte d'en savoir plus autour de la dynamique de prévention en fait des cancers du sein. On vous a déjà parlé de dominance œstrogénique, équilibre hormonal. En fait, on a beaucoup de thèmes qui se rejoignent. On sait que les cancers du sein sont une problématique qui est très présente, on va dire, chez la femme. Voilà, tu m'as appris énormément de choses que j'ai découvertes et qu'on a envie de partager et qui sont extrêmement importantes. Tu es un petit peu la spécialiste, je vais te laisser te représenter, mais voilà, des profils œstrogéniques, de l'accompagnement des cycles de la femme. Et donc, voilà, j'aimerais que tu te représentes un peu en nous disant plus sur la petite enquête que tu as fait, notamment autour des profils œstrogéniques et de cette fameuse rencontre avec ce docteur, voilà, qui t'en a appris plus sur les politiques de prévention et de détection des cancers du sein. Merci. Exact. Alors bonjour à toutes et peut-être à tous. Donc je m'appelle Céline Ovette, en effet, donc je suis praticienne naturopathe, je suis également conseillère en aromathérapie. Je me suis spécialisée donc dans les troubles féminins et notamment les problématiques hormonales. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui ont des problématiques de cycle ovulatoire. Donc ça peut être des problématiques de fertilité, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques ou encore les femmes qui vivent une préménopause, ménopause parfois un petit peu compliquée. Et donc ça, effectivement, c'est voilà, pour vous dire un petit peu qui je suis et sur quel sujet, sur quel thème je travaille. Et en effet, ce sujet central du cancer du sein, évidemment, je m'y intéresse et je m'y suis intéressée, puisque comme tu disais, il est souvent lié à une dominance en œstrogène. On avait déjà fait un live sur ce sujet pour expliquer ce concept de balance hormonale, tout ce qui pouvait la faire pencher du côté de l'hyperœstrogénie. On avait également donné pas mal d'outils à l'époque pour voilà, réguler l'ensemble. Et aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de ce mois de sensibilisation au risque de cancer du sein, on avait envie d'échanger avec vous et de vous apporter des choses peut-être que vous n'entendrez peut-être pas forcément ailleurs. Des, des éclairages très intéressants. Juste pour en revenir à la dominance œstrogénique, parce que toi, tu as beaucoup enquêté aussi sur les profils œstrogéniques. En fait, on estime, alors c'est toujours difficile d'avoir des estimations quand on n'est pas dans la pathologie, puisqu'on a tendance à mesurer la pathologie. On va reparler autour du cancer, mais pas à l'avant et cette fameuse partie prévention. On parle beaucoup aussi de déficit en progestérone. Moi, j'entends des gens qui me disent, mais vous parlez de dominance œstrogénique, mais pas de déficit en progestérone. Mais en fait, juste pour redire, des hormones sexuelles se mesurent toujours l'une par rapport à l'autre. On a un environnement hyper œstrogénique. Donc, on a tendance, enfin, il y a beaucoup de femmes, on estime, encore une fois avec des guillemets, parce que c'est des estimations, mais qu'il y aurait autour de, enfin, plus de 70% des femmes en situation d'hyperœstrogénie, c'est-à-dire trop d'œstrogène par rapport à la progestérone, pas assez de progestérone par rapport aux œstrogènes. Et ça, c'est un facteur qui est embêtant, notamment dans le cadre de la prévalence ou de l'incidence des cancers du sein. Alors oui, tout à fait, notamment parce que, comme tu le disais, ces hormones, elles s'équilibrent l'une par rapport à l'autre. Elles sont antagonistes. Donc les œstrogènes sont des hormones prolifératives, hein, donc elles sont bénéfiques. On en a besoin, bien évidemment, mais en quantité maîtrisée. Et surtout, leurs effets doivent être contrebalancés par ceux de la progestérone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors
on vit dans cette pollution invisible que sont les perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi le stress qui est un contributeur majeur de cette dominance œstrogénique et qui va par la même occasion baisser la synthèse de progestérone. Donc là, c'est le pire des cas parce qu'on se retrouve vraiment avec eh bien, du coup, une hyperœstrogénie, une progestérone qui va être basse. Et là, on a vraiment toutes les conditions réunies pour potentiellement favoriser la survenue de problématiques œstrogénodépendantes, dont le cancer du sein, mais ce n'est pas la seule. Ça tombe très bien pour la transition parce qu'on vient de me poser, mais comment on peut savoir et comment on peut mesurer en fait cet état de dominance œstrogénique, c'est-à-dire mesurer le taux d'œstrogène par rapport à la progestérone. Je pense que Céline a fait une enquête assez exhaustive là-dessus, donc elle pourra vous répondre dans les détails. Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est déjà s'intéresser aux signes, aux symptômes que l'on va avoir. Donc souvent, on va avoir par exemple des seins qui vont être assez douloureux. On peut même prendre une taille de bonnet, on va faire de la rétention d'eau, on peut avoir des règles hyper abondantes. Tout ce qui va être plus prise de poids, notamment au niveau de la taille, etc. Donc c'est tout ce qui va être effectivement prolifératif, des fibromes aussi. L'âge de survenue des fibromes moyens, c'est 44 ans, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a aussi une baisse naturelle de cette balance. Donc ça, c'est vraiment étudier les signes. Ensuite, on peut en effet effectuer des dosages biologiques, donc notamment l'estradiol et la progestérone. Alors ça pose plusieurs problèmes. Déjà, d'une part, ces dosages doivent être effectués au bon moment du cycle. Donc en général, c'est J3 pour l'estradiol et c'est plutôt J+7 ovulation pour la progestérone. Gros problème de ça, c'est que toutes les femmes n'ovulent pas à 14 jours. Donc ça suppose de repérer le moment de l'ovulation et de faire ce dosage 7 jours après l'ovulation. Donc ça, premier problème, c'est effectuer les dosages au bon moment. Deuxième problème, c'est les seuils et notamment les normes des laboratoires qui aujourd'hui sont très, très, très larges. Je vais vous donner... Voilà, alors c'est pas du tout des normes santé et je vais vous donner un cas très, très concret puisque c'était la semaine dernière. En consultation, j'avais une femme qui a donc le syndrome des ovaires polykystiques et elle avait fait un dosage donc, de sa progestérone, a priori dans la bonne fourchette d'ovulation et les normes du labo varient de 1 à 30 nanogrammes par millilitre et elle était à 1,44 et donc sa sage-femme lui a répondu qu'elle était dans la norme. Sauf qu'avec 1,44, on n'est pas dans une ovulation qualitative, il faut viser 15-20 pour avoir une ovulation qualitative. Et donc ça, c'est vraiment les normes santé. Donc c'est un écart aujourd'hui entre les normes statistiques des labos et les normes santé. Et du coup, on peut très bien être dans la norme, mais ne pas avoir un seuil suffisant qui permette effectivement une bonne synthèse de progestérone et donc de contrebalancer ces deux-là. Donc ça, c'est un vrai souci. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on peut, par exemple, avoir un taux de progestérone qui va être correct, mais ne pas avoir les effets de cette progestérone. Pourquoi? Alors ça, c'est une notion qui est assez nouvelle. Alors, nouvelle encore que, mais on n'en parle pas assez. Et justement, j'ai prévu d'en parler prochainement. C'est le phénomène de la résistance à la progestérone. En fait, en cas de stress, adrénaline, etc., en fait, la progestérone ne va pas pouvoir pénétrer la cellule, tout simplement parce que le cortisol va lui-même occuper le récepteur, de sorte que cette progestérone ne va pas pouvoir... De récepteur, tu fais bien d'en parler parce que c'est un phénomène qui met du temps à s'installer avant de constater des vraies baisses. Donc il n'y a pas que la mesure de la molécule. C'est pour ça que l'endocrinologie est une science, son nom le dit, mais qui est particulièrement complexe en termes de mesure, parce qu'il y a des sensibilités hormonales qui rentrent en compte, il y a des concurrences aux récepteurs. Et finalement, rentrer par les symptômes, déjà apprendre à comprendre ce qui se passe, à reconnaître, c'est un premier pas qui est énorme, quoi. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et puis, du coup, il y a ce que nous, on fait de plus en plus. Alors, quand je dis nous, c'est pas tous les naturopathes, c'est ceux qui se forment un petit peu plus aux approches fonctionnelles, etc. C'est qu'on va plutôt aller regarder ce qui se passe au niveau des métabolites. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps produit, évidemment, chaque mois, certains niveaux d'œstrogènes. Ces œstrogènes, une fois qu'ils sont utilisés, ils doivent être évacués donc, par l'organisme. Donc, ça se fait via le foie, qui va être en gros le chef d'orchestre de cette détoxification. Et donc, ces œstrogènes sont normalement éliminés soit via les selles, donc à partir de la vésicule biliaire, des selles biliaires qui vont se déverser dans les intestins et donc les selles, soit via les urines, donc à travers les reins. Donc pour ça, il existe différentes voies de détoxification au niveau du foie. On pourra peut-être en donner quelques détails après. Mais sachez que si effectivement on a un foie qui ne fonctionne pas correctement, si on est par exemple en hypothyroïdie ou en surpoids, et qu'en plus on a une dysbiose intestinale, puisque tout ça va passer par le foie puis par les intestins, eh bien on peut réabsorber ces métabolites qui peuvent être pour certaines
très œstrogénique et très génotoxique, et donc faire le lit et du coup contribuer au développement de certains cancers hormonodépendants. Et ça, on n'en parle jamais. Ouais, les oestradioles circulants. Bah ouais, tout ça, tout ce qui ne s'évacue pas. Et donc, tu as eu une rencontre aussi hyper intéressante parce que voilà, ça, cette partie prévention, c'est ce dont on parlait avec Céline, dont on parle souvent. On est étonné que ça concerne autant de femmes d'après tous les spécialistes, hein. On parle de gynécologues, d'endocrinologues avec qui on dialogue régulièrement. Et de l'autre côté, des campagnes de prévention qui sont finalement très axées sur la détection d'une pathologie existante ou naissante. Donc là, je vais te laisser te raconter ta rencontre avec le docteur Cécile Bourg, ça, parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes à comprendre. Et encore une fois, on va en revenir. Après, on vous donnera des pistes de messages de prévention, mais en revenir à se comprendre ce qui se passe et voilà, pour mieux anticiper et éviter qu'une tumeur ne se forme, évidemment. Alors oui, alors j'ai rencontré le docteur Cécile Bourg, qui est radiologue spécialiste de la mammographie, il y a un peu plus de 6 mois. Alors je l'avais rencontré suite à la lecture de son livre. Alors je vous le fais voir parce que il est quand même d'intérêt public. Donc c'est Mammo ou pas Mammo. Une radiologue expose les bénéfices et les risques de la mammographie, donc de dépistage. Donc quand j'ai eu ce livre, je me suis dit c'est pas possible. Il y a quand même pas mal de données. Qui vont un petit peu, on va dire, à contre-courant de tout ce que l'on entend en général sur le dépistage du cancer du sein. Donc, je suis allée moi-même consulter toutes les études, etc., qu'elle avait mis en avant dans son livre. Et effectivement, je me suis rendue à l'évidence. Alors, déjà, pour bien rappeler aux femmes qui nous écoutent, la différence entre prévention et dépistage, la prévention, c'est faire en sorte que ce risque n'arrive pas. Donc, c'est de détecter avant que le risque ne survienne. Et dépister, ben, c'est tout simplement chercher, en fait. Donc, ça, c'est très important. Et en fait, il y a des chiffres qui sont mis en avant dans le bouquin et qui expliquent que finalement, on a multiplié le nombre d'échographes sur les dernières années et que plus on a multiplié ces échographes, évidemment, plus on a trouvé de cas de cancer du sein. Or, c'est plutôt l'inverse qui aurait dû se passer si effectivement le dépistage contribuait à prévenir la survenue du risque de cancer du sein. Donc ça, c'est déjà important. Ça va. Ça ne contribue pas à prévenir, c'est très clair. Ça permet de détecter plus précocement une tumeur naissante. Tout à fait. Et donc, dans le livre, le docteur Bourg explique également, alors ça c'est très intéressant et c'est des choses pareilles dont on ne nous parle jamais, c'est les faux positifs, mais aussi les faux négatifs, parce que les deux coexistent. Alors, les faux positifs, il y a quelques chiffres qui sont assez intéressants. Alors, c'est sur une base de 1000 femmes âgées de 50 ans et plus, sur une durée de 25 ans. Donc, en fait, on les a suivies pendant 25 ans. Et on a sur 1000 femmes qui participent donc au dépistage pendant 25 ans, donc sur 1000 femmes, 465 femmes qui ont un faux positif. Et donc, c'est-à-dire qu'elles ont une mammographie qui est anormale, suivie de tests supplémentaires, d'accord, mais elles n'ont pas de cancer. Et parmi celles-ci, 113 femmes vont subir une biopsie, 352 vont subir d'autres tests. Donc, il y a le cas des faux positifs, il y a aussi des faux négatifs. Et tu as des faux positifs, parce que c'est énorme, hein. Là, on parle de plus de 10%, hein, pas des femmes, hein. Donc, Oui. c'est pas du tout anodin. Parmi ces faux positifs, il y en a qui vont aller jusqu'à faire des chimios pour toi qui ne sont pas Ouais, forcément. tout à fait. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est vraiment de... Parce que le problème, c'est que les échographes, enfin c'est pas un problème en soi, mais les échographes sont de plus en plus performants aujourd'hui. Donc ils permettent de détecter bah, effectivement des cancers à des stades très très précoces. Et toi et moi, voilà, on a probablement en cours, au moment où on vous parle, des petits cancers qui se développent. Et puis notre système immunitaire, bah, il fait le job et donc il vient les neutraliser. Il y a des petits cancers qui se développent et qui sont éliminés. On rappelle, c'est une anomalie. Enfin, encore une fois, ça fait partie de la longue liste des maladies presque auto-immunes en quelque sorte, même si c'est pas tout à fait la manière dont on le nomme. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une de ces tumeurs, de ces cancers qui va se proliférer de manière anarchique. Mais effectivement, plus on détecte précocement et plus on le détecte à un stade, un seuil beaucoup plus faible, plus il peut y avoir des choses qui auraient été naturellement éliminées par l'organisme. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Tout à fait. Et effectivement, ça, elle l'explique aussi, c'est-à-dire dès lors qu'on détecte dès lors qu'on détecte quelque chose, après on est pris dans l'engrenage. Bah, évidemment, il y a le stress, il y a tout ça, il y a tout un parcours qui se met en place. Et ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre. Et c'est quelque chose sur lequel dont on nous parle strictement jamais, en fait. Et elle, cette docteure, donc Cécile Bourg, elle est médecin radiologue, hein, c'est ça. Elle faisait que faire Mammo.
en fait, elle est remontée un petit peu aux racines des études, des stats pour voir un petit peu tout ce qui était mis de côté. Qu'est-ce qu'elle conseille finalement pour avoir on va dire, la prévention la plus efficace possible justement contre ce cancer qui touche tant de femmes? Alors déjà, il y a une chose qui ressort dans les études en termes de corrélation, c'est la consommation d'alcool. Donc ça, aujourd'hui, c'est prouvé. On sait que consommer un verre d'alcool par jour augmente de 10% les Waouh. risques de survenue du cancer et je crois que c'est même spécifiquement du cancer du sein. C'est notamment dû à la présence d'éthanol et puis de toute façon, on sait que c'est l'alcool est œstrogénique, enfin ça contribue à faire augmenter les œstrogènes. Ça influence aussi sur le foie et donc la capacité effectivement aussi de détoxification générale de l'organisme, mais du coup aussi des hormones. Donc ça, la consommation d'alcool, c'est vraiment important de se pencher dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui consomment de l'alcool tous les jours. Parfois, c'est devenu quasiment un mode de vie du fait d'une vie un peu stressante. Hop, on rentre le soir, on prend un verre, ça détend et attention, effectivement, ça peut avoir des conséquences assez importantes. L'exercice physique aussi, j'imagine, dont on parle. Alors, ouais, tout à fait, l'exercice physique, ça c'est vraiment important puisque, en plus, je vous apprends rien, mais on est dans une société de plus en plus sédentaire. Aujourd'hui, il faut savoir que la sédentarité, alors c'est l'Observatoire de la sédentarité qui le dit, tue plus que le tabac en termes de conséquences. C'est assez fou. Non, mais ça y est, il y a des campagnes, même pour les adolescents et tout ça, il faut faire très attention parce qu'avec les nouveaux modes de vie, avec les écrans, on se rend compte que les capacités cardiovasculaires baissent dès le jeune âge. On est censé bouger beaucoup plus aussi quand on est jeune et effectivement, enfin, c'est majeur. Là, il y a une remise à question à faire au niveau des bureaux, de plein de choses sur la sédentarité, quoi. Manière de travailler, de pas travailler assis, de bouger plus, de faire des réunions en marchant. Enfin, il y a vraiment un monde à réinventer parce qu'on invente un mode de vie qui n'est plus compatible avec la manière dont on a vécu pendant des milliers d'années et qui en fait est très très délétère pour la santé. Et ça peut se corriger. Tout Vraiment. à fait. Et pour ça, il y a des choses très simples, hein, mais une marche de 30 minutes quotidienne, voilà, c'est pas grand-chose, c'est indolore. Pour celles qui voilà, ont peut-être du mal à se mettre à du sport un peu plus intensif. Et il y a des effets qui sont très, très bénéfiques dès 30 minutes de marche. Exactement, sans courir, j'ai vu ça, c'est surtout sur le rythme de la marche, de se forcer à marcher un peu vite pour que ça masse bien les intestins, qu'il y ait un petit peu d'effort, un tout petit peu transpirer. Franchement, c'est accessible à tout le monde et c'est quelque chose qui change vraiment la donne. L'intensité de la marche aussi compte beaucoup. C'est pas des petits pas ou se dire, tiens, j'ai fait 3 petits pas, on a eu tendance à compter en nombre de pas. On se rend compte que c'est pas tant le nombre de pas qui compte, mais aussi l'intensité, le fait de, voilà, de respirer, de faire voilà, bouger le cœur, enfin d'aller sur un rythme un peu plus intense. Euh, il y a ça, effectivement, l'alimentation, je pense que tu peux nous en parler. Alors oui, l'alimentation, là aussi, il y a énormément de choses à mettre en place. Bon, déjà, là aussi, un constat, c'est que les fruits et les légumes sont de moins en moins présents dans les assiettes. Donc, il est hyper important de remettre des végétaux dans l'assiette. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ils contiennent des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Tout ça, c'est aussi essentiel pour que le foie fasse correctement son travail de détoxification. Ça apporte des fibres aussi qui vont nourrir notre microbiote par l'apport de prébiotiques. Et comme je le disais tout à l'heure, quand les œstrogènes sont détoxifiés par le foie, ils repassent par l'intestin et on peut avoir, on va dire, une population spécifique au sein de notre microbiote qu'on appelle l'estrobolome, qui va avoir une capacité justement à influencer le métabolisme de ces œstrogènes qui auront été détoxifiés et de pouvoir les réabsorber, ce qui peut contribuer du coup à rajouter entre guillemets des œstrogènes dans la circulation et plutôt des œstrogènes là, qui vont être très œstrogéniques et très génotoxiques. Donc consommer des végétaux, notamment des crucifères, donc toute la famille des choux, Bruxelles, kale, etc. Là, ça va être la saison en plus. Ça contient donc du DIM, du diindol méthane, pardon, et de l'indol 3-carbinol, qui sont des phytonutriments qui sont essentiels pour justement faire en sorte que le foie fasse correctement ce travail de détox. Euh, C'est les seuls reconnus, effectivement, le diindolylméthane, le glucoraphanan, c'est vraiment les seuls qui contribuent spécifiquement, selon les études, à détoxifier ces œstrogènes circulants qu'on peut avoir en surplus en cas de dominance œstrogénique. Donc c'est vraiment à privilégier. Brocoli,
brocoli, chou à fond. C'est super. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Et puis, après, il y a aussi tout ce qui contribue, on va dire, à l'équilibre hormonal en général. Donc, c'est-à-dire stabiliser effectivement la glycémie. En tout cas, éviter d'avoir des pics de glycémie parce que tout ça engendre des pics d'insuline. Et ça peut contribuer effectivement là aussi à la dominance œstrogénique. Donc, au niveau alimentaire, voilà. Et, Donc, et au pardon? diabète, en plus, je dis. À la dominance œstrogénique et au diabète, qui est un facteur aggravant aussi, tous les dérèglements de l'insuline. Donc, encore une fois, on est beaucoup dans la partie, on va reparler du cancer du sein après, mais dans la partie corrective, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, et même des diabètes réversibles en changeant l'alimentation, en consommant moins de produits carnés, moins de sucre. D'ailleurs, toutes les études en général, je sais pas si tu as vu, sur l'augmentation des cancers des moins de 50 ans, une étude de Harvard qui est sortie, et bien, ce qui est beaucoup pointé du doigt, c'est la partie alimentation inflammatoire et le sucre qui ressort beaucoup. C'est des alimentations beaucoup plus sucrées, on en retrouve partout. Donc, et l'alimentation est une brique absolument essentielle là-dessus, quoi. C'est ça, on est ce qu'on mange et on est surtout ce qu'on digère. Donc c'est l'assiette et le microbiote, ça va toujours ensemble. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Là encore, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent plus le temps de cuisiner, même de passer ne serait-ce que 20 minutes à table. C'est hyper important là aussi de bien mastiquer, etc. Enfin, voilà. Mais au niveau alimentaire, ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment d'avoir une alimentation riche en végétaux, en protéines aussi, en bons gras, puisque le gras, c'est aussi le matériel de base de fabrication de nos hormones stéroïdiennes, donc nos hormones sexuelles. On nous a fait croire que le gras, c'était mauvais, etc. Alors oui, ça dépend quel type de gras, mais on en a quand même besoin. Donc il faut aussi réhabiliter le gras. C'est pas ça qui fait grossir, c'est le sucre qui fait grossir et on l'oublie souvent. Là, on réhabilite le gras au détriment du sucre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de traitements anti-cholestérol dont on sait qu'ils augmentent les risques de diabète, notamment chez les femmes. Tout ce qui est antistatine et tout ça est en train d'être mis fortement en cause. Le bon cholestérol est aussi à l'origine du bon fonctionnement de nos hormones. Donc, on est en train de réhabiliter un petit peu les bons gras. Attention, pas les acides gras saturés, transformés, trop chauffés. Mais c'est hyper important. Et puis il y a un sujet que j'aime beaucoup aussi, tu parlais de la gestion du stress aussi, qui est quand même très très lié à ça. Parce qu'on sait que c'est le stress chronique qui peut aussi alimenter donc ce déséquilibre œstrogénique. Euh, Comment maintenant, qu'est-ce que tu ferais toi justement en prévention suite à tout ce que tu as pu voir? Parce que tu vois beaucoup de femmes concernées par ça, tu as voilà, échangé avec beaucoup d'experts, dont ce fameux docteur Cécile Bourg à ce sujet. Quelles seraient ces armes de prévention massive si on devait faire plus de détection en amont, en dehors de ces rayons X justement de dépistage qui arrivent à une phase où voilà, la pathologie s'est plus développée ou qui engendre même des faux positifs, comme on le disait. Euh, Quelles seraient pour toi des mesures plus justement fiables et plus préventives au niveau de ce cancer? Tu me parlais des détections de certains types de profils métaboliques qui sont hyper... Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a un test notamment qui existe, alors qui découle de ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la détoxification des œstrogènes par le foie, c'est de calculer le rapport 2OH-16OH. Alors 2OH-16OH, c'est quoi? C'est, on va dire, les résidus métaboliques donc, de la détoxification des œstrogènes. Donc il y a plusieurs voies, il y a en gros trois types de résidus qui vont être produits, le 2OH, le 4OH et le 16OH. Le 2OH, c'est le bon. Le 4OH, il est plutôt neutre et le 16OH, il est très œstrogénique et très génotoxique. Et en fait, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que quand on calcule le rapport du 2OH sur le 16OH, eh bien, quand il est favorable au profit du 16OH, eh bien, souvent, on retrouve ces profils dans les cancers œstrogénodépendants, mais aussi cancer de la prostate chez l'homme. Et à l'inverse, quand le rapport est au profit du 2OH, contrairement au 16OH, eh bien là, en théorie, on n'a pas vraiment de survenue de cancer œstrogénodépendant. Mm. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en plus, c'est un test, alors, qui a en plus une petite valeur prédictive aussi, euh, puisque certes, il est fait à un moment donné, c'est assez aussi, enfin, c'est pas très invasif, on a le résultat assez rapidement. C'est pas remboursé par contre, ça coûte entre 50 et 90 euros selon les labos. Mais ça nous permet tout de suite de mettre en place des actions correctrices et donc de favoriser le rapport, si effectivement il est déséquilibré, par l'alimentation, l'hygiène de vie, tout ce qu'on a évoqué là. On va pouvoir optimiser aussi le fonctionnement du foie via des plantes voilà, de la sphère hépatique. Donc ça peut être assez intéressant. Et pour le coup, là, on est vraiment
dans de la prévention. On n'est pas dans le dépistage, on est bien en amont. Et ça, c'est aussi intéressant. Alors, au-delà de ce côté préventif pour le cancer du sein, mais par exemple, si vous devez prendre un traitement hormonal, tout simplement parce on sait qu'il y a, bon, c'est toujours très polémique aussi sur les traitements hormonaux. Alors, des études disent que oui, ça augmente les cas de cancer, d'autres non, ça dépend des cas, etc. Mais ça peut être intéressant aussi de le faire avant de prendre un traitement hormonal pour voir si déjà vous êtes potentiellement à risque ou non. Et auquel cas, ça peut vous aider à décider si vous souhaitez prendre ou non derrière un traitement hormonal ou alors de rééquilibrer votre balance avant d'aller prendre un traitement aussi. Et que ce profil à risque, en plus, il concerne énormément de personnes, in fine. On estime que c'est une personne sur 5, quasiment. Oui, tout à fait. Et donc, on ne parle pas d'un coup d'épée dans l'eau de détection de profils métaboliques rares. On parle de quelque chose qui est fréquent et qui augmente clairement la survenue de cancers hormonodépendants, ce que tu disais. Tout à fait. Et je vais même vous partager une petite anecdote perso, ce que je fais assez rarement, parce que souvent, je n'aime pas trop parler de mon cas, ça sert à rien en plus. Mais là, pour le coup, l'année dernière, j'ai eu une petite année un peu compliquée, niveau stress, etc. Enfin voilà, pour ceux qui avaient suivi un petit peu. Et j'avais eu pas mal de petits soucis, voilà, qui me faisaient penser à une dominance œstrogénique. Donc, je me suis amusée moi-même à faire le test. Et effectivement, mon rapport était très déséquilibré. Donc en faveur du 16OH. Bon, ce qui n'était pas surprenant, voilà. Mais du coup, j'ai pu mettre en place toutes les actions correctrices. Et aujourd'hui, ce rapport est de nouveau revenu, on va dire, dans le bon ordre de marche. Donc là aussi, ça veut dire que c'est pas une fatalité et qu'on a les moyens d'agir sur notre santé et notamment sur notre équilibre hormonal. Et ça, tout ça, c'est rendu possible aujourd'hui par la biologie fonctionnelle qui nous offre des outils assez merveilleux, on va dire, pour... Marqueur en amont et finalement pas attendre que la pathologie se déclenche en l'attendant presque. C'est pas une fatalité, ces chiffres qu'on nous assène. On a l'impression que c'est la loterie, qu'une femme sur 8, une femme sur 10, on pourra parler de ces chiffres qui varient beaucoup d'ailleurs d'un schéma à l'autre, mais de se dire que finalement on peut reprendre, comprendre ce qui se passe et reprendre un peu le contrôle en fait sur ce qui se passe. C'est ça qui est très intéressant dans ton message et que je trouve très valorisant en fait. Et donc, oui, tu dis en plus, donc ces tests-là sont quand même assez facilement accessibles. Oui, Euh, Nombreuses cliniques, bon, malheureusement pas encore remboursées, ça serait un vrai pas en avant. Après, il y a des choses aussi que tu as repérées, tu disais au niveau de ces cancers. Donc, il y a aussi, tu parlais des faux positifs, des faux négatifs. Euh, Quelle est l'étape primordiale? Est-ce qu'on devrait tester tout le monde? Est-ce que l'autopalpation, l'hygiène de vie sont plutôt aussi des étapes fondamentales aussi avant d'en arriver à radiographier tout le monde? alors l'autopalpation, oui, ça reste le moyen de prévention déjà accessible à toutes et qu'on devrait toutes faire parce que le souci aussi de la mammographie, et ça le docteur Bourg l'avait très bien souligné dans notre échange et dans le livre, c'est que souvent on se dit, bon, c'est bon, je suis tranquille pour 2 ans. Ouais. Et donc, du coup, on ne fait pas d'autopalpation. Souvent, c'est le cas. Et c'est justement là où il y a un risque parce qu'on a fait cette mammo, du coup, on est soulagé, on se dit, bon, c'est bon, hop, et on va se passer de l'autopalpation. Et puis, voilà. Alors que l'autopalpation, c'est encore une fois le moyen qui est ultra efficace parce qu'une femme connaît son corps. Donc, pour ça, il faut quand même mettre en pratique. Mais du coup, vous allez avoir la sensation au sein qui va vous être familière. Et le jour où vous allez avoir une sensation différente, là, vous saurez effectivement qu'il y a un problème. Et c'est là où, en effet, la mammographie, elle a tout son intérêt, bien évidemment, quand il y a une anomalie, quand on détecte quelque chose. Là, évidemment, il faut évidemment y aller. Il n'y a même pas de question à se poser. Rarement, comment dire, il y a rarement de problèmes sans avoir de symptômes avant et de problèmes à l'autopalpation. Même dans des cas, par exemple, de triple négatif, de choses comme ça c'est des choses qui se sentent généralement à l'autopalpation, les cas les plus agressifs ou est-ce que c'est Alors, ça, je pense que c'est assez variable, mais globalement, je pense qu'une femme, déjà, sait quand il y a un truc qui cloche. Ça, déjà, il faut vraiment vous faire confiance et surtout, voilà, bien se palper les seins très régulièrement, c'est important. Après, il y a toujours des cas, voilà, un peu plus, voilà, des cancers hyper agressifs qui vont survenir comme ça très rapidement, qu'on peut, voilà, détecter au cours d'un examen de routine, mais c'est pas non plus la majorité des cas. Et encore une fois, alors là, c'est pour les cancers très agressifs, mais il y en a d'autres où effectivement on les détecte à l'état très embryonnaire et pour le coup, on ne sait pas prédire quelle aurait été leur évolution
si on les avait pas pris en charge, peut-être que effectivement ils se seraient résorbés d'eux-mêmes ou quoi. Ça, on peut pas le savoir malheureusement. C'est un peu compliqué. Bon, c'est compliqué, il y a des choses complémentaires. J'avais une question justement de quelqu'un qui disait si ces cancers hormonodépendants pouvaient survenir après la ménopause. Mais oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment tout au long de la vie. Alors notamment parce que au moment de la ménopause, alors souvent on se sent, enfin, on se croit tranquille. Alors c'est vrai qu'il y a un certain Oui, nombre de troubles qui vont réduire, comme par exemple l'endométriose, le SOPK, etc. Mais il ne faut pas oublier que après la ménopause, eh bien, on fabrique quand même des œstrogènes et notamment le tissu adipeux et les glandes surrénales. Donc, on va quand même fabriquer des œstrogènes, donc on est quand même à risque de développer certains types de cancers. Tout à fait. on a tendance à schématiser en disant qu'il n'y a plus d'hormones et plus d'œstrogènes à la ménopause, mais c'est pas vrai. Et il y a beaucoup de femmes justement en ménopause qui peuvent avoir aussi des dominances œstrogéniques, on en avait parlé, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Et je pense que c'est important qu'on redise un peu le fonctionnement global en disant voilà, les œstrogènes ne sont pas négatifs en tant que tels, mais on a un environnement hyper œstrogénique, accentué par le stress. On a tendance à surdépister au lieu de faire de la prévention alors qu'on a plein de symptômes qu'on peut identifier. Enfin voilà, avec Céline, on a vraiment à cœur de vous partagez ces messages-là parce que voilà, c'est trop fréquent et trop grave chez la femme. Alors j'ai une question sur les fibromes au sein. Est-ce qu'ils peuvent augmenter le risque de cancer du sein? Et on a une dominance effectivement œstrogénique. C'est tout ce qui est sein un peu fibrokystique, polykystique. Donc c'est qu'effectivement il y a une dominance œstrogénique, donc il faut effectivement un suivi très régulier. Ouais. En fait, il y a un fibrome, comme disait très bien Céline tout à l'heure, c'est que souvent ces molécules, ces oestrogènes, sont des molécules prolifératives. C'est pour ça qu'on les coupe tout de suite, comme tout ce qui est produits laitiers, etc., quand on en cas de cancer hormonodépendant. Et donc, de toute façon, ça va avoir tendance à favoriser justement ces excès de croissance et de cellules. Donc, dès qu'il y a des fibromes utérins au sein, c'est qu'il y a une tendance à avoir trop d'œstrogènes, effectivement, dans l'organisme par rapport à d'autres choses. Donc, ça fait partie des symptômes à surveiller. On a parlé, donc tu disais les seins un peu gonflés, un peu tendus. Je pense que c'est important de rappeler les symptômes. L'irritabilité aussi, les variations d'humeur un peu plus importantes, les règles très abondantes qui sont un signe aussi de surabondance en oestrogènes. Enfin, globalement, de sentir que voilà, vous prenez du poids. Enfin, voilà, il y a plein de petits éléments qui peuvent rentrer en compte, mais ça qui tire un petit peu la sonnette d'alarme en disant attention, il y a peut-être quelque chose à regarder et faire attention à son profil oestrogénique et prendre en place des mesures. Alors, il y a une question sur les dosages. Je suis désolée, on va juste revenir un peu là-dessus, mais je pense que c'est important. C'est le sujet qui concerne tout le monde. Alors, sur les dosages, eh bien, en fait, il y a des. Alors, vous ne pourrez pas les faire dans tous les laboratoires, puisqu'encore une fois, c'est des analyses très particulières qui appartiennent au domaine de la biologie fonctionnelle. Donc, il n'y a que quelques labos. Alors, en France, alors je ne sais pas si je peux le citer, mais c'est le laboratoire BioAvenir qui le propose, donc ex-laboratoire Barbier. En Belgique, chez les thérapeutes, ça leur parlera un petit peu plus, c'est l'IMS, en fait, qui est en Belgique. Mais ce qui est intéressant, c'est. Alors, moi, je vous déconseille de faire. Comment dire, de commander vous-même le test par vous-même, etc. Tout simplement parce qu'il peut y avoir aussi d'autres analyses qui peuvent être très pertinentes à faire. Notamment l'homocystéine, par exemple, le dosage de certaines vitamines du groupe B, etc. Donc, c'est bien de plutôt voilà, vous faire accompagner par un thérapeute qui maîtrise ces sujets-là, parce que ce n'est pas forcément le seul dosage à faire, il y en a peut-être quelques-uns à ajouter pour avoir justement un panorama global de ce qui se passe en fait au niveau de votre organisme. Donc il y a celui-ci, il est central, mais il y en a deux, trois autres en fonction voilà, de votre profil, etc., qui peuvent être très, très pertinents. Alors par contre, voilà, on rappelle bien, c'est des tests qui sont évidemment non remboursés, mais voilà, qui sont d'une utilité, mais voilà, c'est vraiment d'intérêt public pour le coup, puisque encore une fois, on est en amont, on fait de la prévention, et il y a quelque peu une valeur prédictive aussi, donc qui peut être très intéressante. Enfin, quand je dis prédictive, c'est pas parce que votre rapport est on va dire, au profit du CESOH que vous allez forcément développer un cancer du sein, puisque comme je vous le dis, on a les moyens d'agir dessus et avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, etc., on peut renverser ce rapport-là, donc ça peut être intéressant. Alors, pour répondre aux questions toujours sur ces tests, donc là on parle de tests en labo qui sont de l'ordre de 50-80 euros, tu disais, qui sont par Ouais, an. selon les labos, ouais, ouais. Voilà, pour doser des rapports, en fait c'est des tests sur des profils œstrogéniques pour vraiment doser les rapports en oestrogènes et voir dans quelle fourchette on tombe en disant qu'il y avait voilà, quasiment une femme sur cinq qui était dans des rapports où ça voulait dire qu'il y avait des hygiènes de vie à modifier pour prendre les devants et éviter d'accroître son risque en disant que
bah, le gros avantage aussi du système hormonal, et ça on l'a vu à plein de niveaux, diabète ou prévention œstrogénique, on peut vraiment, avec notre hygiène de vie, renverser la donne. Donc on n'est pas dans quelque chose de passif, on nous dit oula, tu as un risque plus élevé de développer un cancer hormonodépendant. On peut vraiment, comme l'a montré Céline, voilà, avec son exemple personnel, on peut vraiment renverser la donne. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est possible sans ordonnance? Bah, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ce genre de test, de toute façon, n'est pas remboursé. Et donc, c'est plutôt... Alors, vous avez des médecins qui sont formés à la biologie fonctionnelle, qui pourront vous les proposer. Mais aujourd'hui, il y a aussi des naturopathes, des diététiciens nutritionnistes. Enfin, il y a toute une, on va dire, une pléiade de thérapeutes qui se forment à cette biologie fonctionnelle. C'est un sujet qui est passionnant. Ça permet d'optimiser nos conseils, ça permet de vérifier l'efficacité de ce qu'on met en place, l'intérêt des complémentations. Enfin, c'est assez formidable. On n'en est qu'au tout début, Mm. mais c'est vraiment super intéressant. Tellement de choses à développer en prévention quand je vois tout ce qu'on fait sur l'épigénétique et l'anti-âge, etc., qui rejoint aussi un parti santé, mais on a envie de dire avant l'anti-âge, intéressons-nous à ce genre de marqueurs quand on voit l'évolution des pathologies et essayons de voir un petit peu comment on peut aider les femmes à être plus actrices, justement, à mieux comprendre leur profil, à mieux rectifier ça par l'alimentation et plein de choses. Donc voilà, on veut passer juste des choses positives en disant qu'on n'est pas dans la passivité de l'attente d'un dépistage qui parfois peut créer des stress inutiles. Moi, je n'avais aucune idée qu'on pouvait aller jusqu'à 25% de faux positifs, qui est quand même un drame, hein, parce que c'est une source de stress extrêmement importante et on voit l'impact du stress sur nos vies. Et puis voilà, dire qu'il y a des choses à faire, il y a des marqueurs très intéressants, comme voilà, que Céline nous l'a montré. Donc n'hésitez pas, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Je pense qu'on a voulu passer un petit Hum. peu. Alors, il y aurait un autre sujet, mais bon, pareil, on en parle, je pense, à chaque fois qu'on fait un live ensemble, mais c'est encore une fois ce sujet aussi des perturbateurs endocriniens. Encore eux, mais franchement, comment dire, enfin, je pense qu'on a conscience effectivement de l'ampleur de cette pollution, mais j'ai eu la chance de rencontrer Christian Vélo il n'y a pas très longtemps, donc qui est docteur en génétique, et donc j'ai assisté à sa conférence sur les perturbateurs endocriniens. Il y a certains perturbateurs endocriniens dont la demi-vie est de plus de 2000 ans. Donc ça laisse imaginer la pollution. Et surtout, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on interdit en fait un perturbateur endocrinien, on va le remplacer par un autre. Et comme ça, on gagne du temps, etc. Et aujourd'hui, je crois que c'est un vrai problème de santé publique, sauf qu'évidemment, personne ne se saisit de ce dossier. On sait qu'il est... Ah, c'est pire que ça parce que moi je vois il y a une loi qui est passée récemment en 2022 qui a mis des années à passer en disant qu'en pharmacie, au moins sur les produits intimes, donc mis en contact avec les muqueuses, on devait indiquer sur les packs quand ils contenaient des perturbateurs endocriniens, ce qui était le cas de 80% des produits des marchés. Tu sais que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, rien n'est passé parce qu'il n'y a pas d'application, parce que ça va mettre des années avant qu'on commence à mettre des affichettes, parce qu'il y a tous ces lobbies qui arrivent à obtenir des moratoires, comme on a laissé des biberons plein de perturbateurs endocriniens aux âges où on est le plus sensible passé. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de nous à faire en termes d'éducation. Il y a beaucoup de, comment dire, de contre-pouvoirs à créer en fait à notre niveau personnel en étant informé, en sachant bien choisir voilà, nos produits autour de nous. Il commence à y avoir des sites très bien faits sur les perturbateurs endocriniens. Moi, j'aime beaucoup celui de Génération Future aussi, qui est très pédagogue, très pédagogique là-dessus. Et vraiment, il y a des choses à faire, parce qu'on a vu, même au niveau des produits cosmétiques non rincés, hein, j'insiste là-dessus, parce que bon, un gel douche, un shampoing, c'est moins grave, ça reste moins longtemps en contact avec la peau, malgré les polluants qui restent. Mais vraiment, en 2 semaines, hein, sur des adolescents, une période de la vie très sensible, on a réussi à avoir une baisse des taux de perturbateurs endocriniens dans les urines de plus de 50% en modifiant la composition des cosmétiques utilisés. Donc l'impact est réel. Il faut essayer de le limiter dans la mesure du possible, surtout sur nos ados, surtout sur les périodes sensibles de la vie, les jeunes enfants, les femmes enceintes et aussi les périodes préménopausiques. On se rend compte que toutes les phases de tempête hormonale, on est encore plus sensible en porosité à ces perturbateurs endocriniens. Donc tu as raison de le dire, parce que c'est un sujet qui malheureusement est très évoqué. Il y a plein d'études, il y a plein de chercheurs, d'associations qui sont dessus. Et pourtant, dans les faits, au niveau application des lois, c'est toujours très très compliqué pour le consommateur de s'y retrouver.
Et c'est même compliqué dans les produits naturels, parce qu'il y a aussi des perturbateurs endocriniens dans les produits naturels. Et c'est vraiment, il y a vraiment une troisième voie à créer là-dessus voilà, d'écologie, écologie du corps et de se rendre compte de ce dont on s'entoure parce que c'est des choses qui sont hyper œstrogéniques. Et je pense que c'est là où tu voulais en venir aussi et qu'effectivement, on est suffisamment bombardé d'œstrogènes et intérieurement, il y a suffisamment de choses qui rentrent en concurrence avec les récepteurs de nos oestrogènes pour ne pas se rajouter ça par-dessus. Tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des études qui mettent en évidence des taux augmentés de bisphénol A chez les femmes qui sont atteintes d'un SOPK et également chez celles qui ont de l'endométriose. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, non, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, et là aussi, il y a un petit message à faire passer, c'est que comment dire, aujourd'hui, les industriels continuent de fabriquer ces produits parce qu'ils continuent de se vendre encore. Si demain, on investit notre argent sur des marques qui font des produits plus sains, eh bien, c'est là où elles iront. On le voit avec les culottes menstruelles, les gros agents du secteur, et je vais en parler dans pas très longtemps dans un petit réel, qui fabriquent des protections hygiéniques. Voilà, comme tu disais, là, on parlait des produits intimes, mais les protections hygiéniques, c'est un vrai sujet, puisqu'en plus, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage. On utilise des produits parfumés. Alors, quand j'ai vu ça aussi, je me suis dit, mais c'est l'horreur totale. Des tampons parfumés, enfin, franchement. Dans les gels intimes, hein, il y a beaucoup de gels intimes parfumés. C'est ça. Mais là, enfin, je trouve les tampons parfumés, là, on touche le fond, quoi, vraiment. Et le truc, c'est que du coup, comme ils enregistrent également une baisse des protections périodiques jetables, et parce que beaucoup de femmes vont vers des culottes menstruelles, ils se mettent également à faire des culottes menstruelles. Mais alors, pareil, il faut voir la composition, les tissus, les trucs. Enfin, donc, il faut aussi, voilà, essayer de vous informer, de vous éduquer. Aujourd'hui, sur Internet, il y a quand même énormément de contenu gratuit, qualitatif. Voilà, bah, Millet, vous produisez des lives aussi sur ces sujets. J'en produis. Enfin, il y a de nombreux thérapeutes, acteurs qui informent, qui vous donnent les moyens d'agir. Et le moyen d'action, bah, c'est justement d'acheter, quand vous pouvez investir votre argent sur des marques qui sont respectueuses à la fois de l'environnement, de votre santé, de votre bien-être, bah, c'est d'essayer de les soutenir parce que bah, c'est là où ira le marché. Hein, si demain on arrêtait d'acheter tous ces produits, bah, on ne se poserait plus la question parce que tout serait clean. Il y a un double effet aussi, oui, non des perturbateurs endocriniens qu'on peut voir les produits qu'il faut fuir. Alors ça, il faut aller voir sur il y a plein de symboles, il y a des types de plastique. Enfin, c'est un sujet complexe, il faut se l'avouer. Allez voir Génération Future, allez voir les gros sites étatiques aussi qui parlent des perturbateurs endocriniens. C'est très bien documenté en général. Petit point aussi sur l'eau. Généralement, ce qu'on fait de plus, on parle de cette écologie. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, l'écologie du corps féminin, apprendre à mieux comprendre ce qui se passe et ce qui nous entoure. Même au niveau de l'eau, généralement, ce qu'on fait au niveau des perturbateurs endocriniens a un impact aussi écologiquement favorable. Typiquement, les bouteilles d'eau, je ne sais pas si tu as vu la dernière étude qui est sortie, mais tu as plus de 70% des bouteilles en plastique qui ont un taux très élevé de microplastique circulant dans l'eau, notamment les eaux pour enfants. Et encore une fois, des eaux bien filtrées avec du charbon actif qui va permettre d'éliminer les hormones, qui est la seule chose qui permet d'éliminer les hormones qui ont tendance à s'accumuler dans l'eau. Parce que comme tu le dis, surtout les hormones de synthèse et puis tout ce qu'on va en fait pisser va pas s'éliminer aussi facilement que ça. On n'a malheureusement pas encore trouvé de solution à grande échelle pour l'éliminer de l'eau courante. Eh ben, il est beaucoup plus intéressant d'aller filtrer son eau avec des filtres à charbon actif dans les choses qu'on peut faire, plutôt que d'aller acheter des bouteilles en plastique d'eau minérale qui seraient très contaminées en microplastique, voilà, qu'on retrouve même dans le lait. Donc finalement, on en revient toujours au même, c'est que c'est les solutions souvent les plus écologiques qui sont aussi les plus écologiques pour le corps et pour la planète, quoi. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'était un peu le message que j'ai passé sur une conférence que j'ai donnée il n'y a pas longtemps, c'est que c'est complètement illusoire de penser rester en santé sur une planète qu'on contribue à détruire un peu plus chaque jour. Nous sommes un tout, comme tu le dis, voilà, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est le sol dans lequel pousse une partie de notre nourriture. Donc, c'est un cercle qui est vertueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un cercle vicieux parce que comme on détruit la planète, comme on n'en prend pas soin, comme on met dans l'environnement tout un tas de molécules chimiques, et bien tout ça, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Et donc, il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y ait une telle explosion des problématiques hormonales chez les femmes. Et pas que d'ailleurs, il y en a de plus en plus aussi chez les hommes, qui est des problématiques aussi voilà, de troubles aussi de l'identité sexuelle, parce que ça aussi, les perturbateurs endocriniens influencent énormément tout ça. Le C'est un sujet qui est très complexe, mais type voilà, c'est...
beaucoup de choses liées en fait. On est en train de découvrir au fur et à mesure. Au début, c'était un mot un petit peu vain, les perturbateurs endocriniens. On disait, bon, ça rentre en concurrence, c'est pas trop. Et aujourd'hui, il y a plein de troubles qui se développent. On se rend compte qu'il y a un impact direct, tu parlais d'endométriose, mais aussi les troubles de l'attention, l'hyperactivité, l'autisme. Il y a un lien direct à tout ça avec les perturbateurs endocriniens. Donc, on sait ça, pas être alarmiste. L'avantage, c'est qu'on a les moyens. Notre corps est assez magique. On va terminer sur une note positive. Euh, on a les moyens et le corps est très résilient. On l'a vu avec la nature pendant le Covid, le corps est très résilient. Il a vraiment des moyens. Tu l'as bien illustré. Ça, je te remercie aussi, Céline. Même par le cas personnel, on a vu des choses incroyables aujourd'hui qu'on arrive à faire sur le diabète, sur l'équilibre hormonal. Voilà. Les océans arrivent à penser que c'est tout dont on mange sain. Oula, me rendre sceptique. Que tout ce qu'on mange reste sain. Non, tout ce qu'on mange n'est pas sain. On sait qu'il y a une baisse de qualité en nutriments. En revanche, le corps évolue aussi, le corps est résilient, donc je pense qu'on est capable aussi, en soutenant l'organisme avec des bons micronutriments, le bon exercice physique, en prenant du recul sur son mode de vie, en réintégrant des choses qui nous protègent de ça, on est capable vraiment de s'en protéger. Mais il faut s'éduquer et il faut reprendre en main son corps dans une hygiène de vie globale. Et puis bien sûr, voilà, continuer à surveiller des indicateurs clés et des symptômes comme on a essayé de les énoncer pendant cette vidéo. Donc voilà, on peut se protéger, mais il y a vraiment des choses à faire par nous-mêmes. Et je pense que c'est un peu le message qu'on avait envie de vous passer avec Céline. Se renseigner, s'éduquer, faire passer les bons messages et essayer de reprendre un peu le contrôle sur ce sur quoi on peut reprendre le contrôle. On ne peut pas le faire sur tout, malheureusement, mais il y a des choses qu'on peut favoriser. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Céline. Non, mais c'est vraiment ça, c'est de redevenir actif de sa santé et effectivement reprendre le contrôle sur ses hormones, c'est possible. Et on en a des illustrations tous les jours. Donc voilà, il faut se bouger et s'investir. Et puis, il faut pas être trop drame, comment dire, il faut être conscient de ce qui se passe, mais moi, je suis dans une approche, je tiens juste à le dire en mot de la fin, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la nature, et donc je pense dans le corps humain aussi. Par exemple, on sait que les océans, vous en parliez, sont de plus en plus pollués par les microplastiques, et bien on vient de découvrir aussi des nouvelles bactéries dans l'océan qui mangeaient les plastiques aussi. Donc, c'est-à-dire que le microbiote, on pourrait dire quasiment de l'océan, est en train d'évoluer pour aussi être résilient par rapport à ça. Donc c'est très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes qui se développent. Moi je crois fondamentalement à la capacité de la vie voilà, à se renouveler, mais il faut en être conscient pour accompagner ça. Et puis comme le dit si bien Céline, en fait apprendre à choisir les bons produits aussi pour éviter de faire perdurer ça, surtout les perturbateurs endocriniens. Tu disais, il y en a certains qui durent 2000 ans, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de génération en génération, des microbiotes déséquilibrés, des problèmes de perturbations endocriniennes. Donc c'est très important d'être vigilant pour les prochaines générations aussi. Et puis les labos, vous verrez tout. N'hésitez pas à poser vos questions. On répondra. Je pense qu'il y aura peut-être quelques petits commentaires à faire, mais Céline a tout détaillé pendant le live sur les labos et les tests qu'on pouvait mener. Malheureusement, pas encore remboursés pour mieux suivre son profil oestrogénique et puis des petites actions à mener. Voilà. Eh ben, c'est super, c'est très bien résumé. En tout cas, merci encore pour cette invitation, Caroline. Bah, avec plaisir comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai suivre à Céline aussi si besoin. Merci Céline. À très bientôt. À bientôt, au revoir à toutes. Au revoir.